Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce nouveau webinaire French Morning. Nous sommes aujourd'hui à San Francisco, en compagnie du consul général de France, Monsieur Emmanuel Lebrun-Damien, et de la chef de la chancellerie, Madame Christelle Sanson. Alors, tout d'abord, merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui, l'objectif étant de répondre aux nombreuses questions que les ressortissants français qui habitent dans la région se posent en ce moment. Alors, ces questions, justement, on en a reçu beaucoup depuis quelques jours. On va essayer d'organiser les choses en 3 temps différents. Dans un premier temps, nous allons aborder tout ce qui est voyage et déplacement sur le plan un peu pratique, la quarantaine et ce genre de choses. Dans un second temps, nous allons parler des différentes démarches administratives au consulat. Je rappelle d'ailleurs que le consulat a réouvert ses portes au public hier. C'est donc l'occasion de faire le point sur les modalités. Et puis, dans un troisième et dernier temps, nous allons parler des aides mises en place pour les Français qui sont directement touchés par cette crise. Avant de continuer, je voudrais aussi vous présenter la co-animatrice de ce webinaire, Hélène Labrier, qui est journaliste à San Francisco. Et puis, pour vous qui nous regardez ou qui nous écoutez, vous pouvez poser vos questions en direct. Alors, pour ce faire, il vous suffit de nous rejoindre sur Zoom. Si jamais vous nous regardez via le Facebook Live, le lien est affiché. Et une fois que vous êtes sur Zoom, dans votre fenêtre en bas, vous avez une petite main. Il vous suffit de cliquer dessus pour poser votre question. Alors, on en a beaucoup. On va essayer de répondre au plus grand nombre de questions, sachant que beaucoup se recoupent. Et je vous propose donc de commencer tout de suite par une première question qui brûle un petit peu toutes les lèvres. Je vais citer Bernard qui habite à Auckland et qui nous demande j'aimerais rentrer en France cet été, voir ma famille, mais avec mon visa, je ne pourrai plus revenir aux États-Unis. Or, ma vie est ici. Comment faire? Alors, monsieur le consul, l'histoire du retour en France cet été préoccupe beaucoup de Français dans la région. Est-ce qu'on a du nouveau? On en est où en fait? D'abord, bonsoir Charlotte, bonsoir Hélène. Merci à French Morning de nous donner, à Christelle et moi, cette opportunité de dialoguer avec les Français de la circonscription et de répondre à leurs questions. On a bien sûr une pensée d'abord pour les victimes du Covid. C'est une maladie qui touche beaucoup en France, aux États-Unis. On a quelques cas dans la région, heureusement pas des victimes, du moins au consulat, on n'a pas eu des retours sur des victimes dans la circonscription. Mais on pense bien à la difficulté pour les familles qui sont touchées et pour nous tous, parce qu'on vit depuis la mi-mars une période qu'on n'aurait jamais pensé vivre dans notre existence et qui renforce ce que j'appelle la tyrannie de la distance. C'est-à-dire, nous sommes à 11 heures de vol de la France et 9 heures de décalage horaire, mais on avait pris l'habitude de voyager régulièrement et de penser, notamment grâce aux moyens de communication modernes, qu'on n'était pas si loin que ça. Et avec cette crise, finalement, on s'aperçoit qu'on est très très loin et que même pour aller voir nos familles pendant l'été, ça va être difficile. Alors, pour répondre très concrètement à la question de Bernard, donc effectivement, les vacances approchent, l'été approche, et toute la question que tout le monde a, c'est va-t-on pouvoir rentrer en France et surtout revenir? Alors d'abord, comment rentrer en France? Actuellement, les frontières sont fermées. Donc, les étrangers, par exemple, ne peuvent pas rentrer en France, sauf quelques cas particuliers, s'ils ont un titre de séjour ou leur résidence principale, par exemple. En revanche, on n'interdira jamais à un Français qui se présente à la douane française de rentrer sur le territoire national. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une recommandation des autorités françaises et du ministère des Affaires étrangères depuis le début de la crise, une recommandation dans la situation épidémique actuelle de ne pas voyager à l'international pour protéger sa santé d'abord et pour éviter la propagation du virus. Cette recommandation, elle reste en vigueur. Dans la loi sur l'état d'urgence, le Parlement a permis la mise en place d'une quatorzaine pour justement permettre des retours en France en toute sécurité. Et cette quatorzaine, elle a été décrite pas plus tard qu'en fin de semaine dernière. Il s'agit d'une quatorzaine volontaire. Donc les Français peuvent rentrer en France. Ils ont à l'arrivée à présenter 2 attestations, une attestation de voyage international, une attestation pour rentrer sur le territoire français depuis l'étranger, sur le territoire métropolitain, et annexé à cette attestation,
une déclaration sur l'honneur comme quoi ils n'ont pas les symptômes du Covid. Et en retour, ce qu'on leur demande, c'est de faire une quatorzaine volontaire. C'est une preuve de civisme pour ne pas contaminer le territoire national. Et je le recommande vraiment de la faire parce que si vous allez dans votre famille, si vous voyez des gens, vous risquez, si vous avez attrapé le virus, peut-être que vous n'êtes pas symptomatique, mais vous risquez de contaminer ces gens. Ça, c'est pour l'aller vers la France. Après, je suis content que Bernard pose la question du retour parce que c'est la question qu'on nous pose le moins et pourtant elle est très importante. Et là, on est confronté au travel ban que le président Trump a décidé à la mi-mars, qui est toujours en vigueur. Et donc, j'incite tous les Français qui rentrent en France à bien vérifier qu'ils pourront rentrer sur le territoire américain. Pour cela, il faut aller sur notre site internet et vous trouverez la proclamation de la Maison-Blanche avec le travel ban. Le travel ban, il couvre les personnes qui ont séjourné dans l'espace Schengen, donc quelle que soit leur nationalité d'ailleurs. Ces personnes n'ont pas le droit ensuite de venir sur le territoire américain, sauf exception. Ces exceptions sont listées, elles sont nombreuses, c'est technique. Donc, pour simplifier, les résidents permanents, les titulaires d'une carte verte, c'est bon. Mais après, les visas, il faut aller voir visa par visa. J'imagine que Bernard l'a fait et il a vu qu'il ne pourrait pas rentrer sur le territoire national. Là, nous sommes tributaires des décisions des autorités américaines. Ce travel ban, il est toujours en place. Il n'y a pas de date de fin qui a été précisée. Nous ne savons pas. Donc, il faut suivre l'actualité au jour le jour. Mais effectivement, notre message à tous les Français qui veulent rentrer cet été, c'est de bien penser au retour, de ne pas rester bloqué en France. Alors, justement, est-ce qu'on a une petite idée des délais concernant ces interdictions pour certains visas si on est dans une catégorie justement qui n'a pas cette chance de pouvoir, si on n'est pas un résident, si on n'a pas une carte, qu'on n'est pas marié à un Américain, qu'est-ce qui se passe si on a une urgence familiale par exemple? On prend le risque de ne pas pouvoir rentrer et sans savoir quand ce travel ban sera levé en fait. A-t-on des informations à ce niveau-là? On n'en a malheureusement pas parce que d'abord c'est une décision des autorités américaines, donc c'est eux qui décident. Ensuite parce que, et je crois que là tous les gouvernements sont confrontés à la même chose, les décisions juridiques évoluent avec l'évolution de l'épidémie. Aujourd'hui, le Premier ministre a annoncé en France comment le déconfinement allait entrer dans une nouvelle phase le 2 juin. Ces décisions, elles ont été prises ces dernières heures à partir d'une évaluation de l'épidémie et son évolution en France. Donc les autorités américaines, c'est pareil. Du fait, je crois qu'on ne peut pas non seulement dire la date, on ne peut pas dire quoi. Les autorités américaines décideront selon l'évolution de l'épidémie. D'accord, très bien. Alors, on va rejoindre Hélène qui, je crois, a également une question. Oui, alors j'ai une question qui vient de Maxime qui se demande quand Air France reprendra ses vols entre San Francisco et Paris. Alors la réponse, je ne sais pas, il faut demander à Air France. Air France est une compagnie privée qui fait ses propres annonces sur ses plans de vol. Ce qu'on constate quand même, c'est que le nombre de vols entre les États-Unis et la France augmente. Air France a rouvert un certain nombre de vols directs entre les États-Unis et la France ces dernières semaines. Pas San Francisco, pas encore, pas Seattle non plus. Vous savez que le consulat de France à San Francisco couvre 10 États et on a deux vols directs Air France, c'est San Francisco-Paris et Seattle-Paris, mais on a aussi d'autres compagnies qui font des vols directs. Par exemple, Delta faisait des vols de Salt Lake City à Paris. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de liaison aérienne directe entre la circonscription et Paris. Donc ce qu'on recommande aux gens, c'est d'aller à Los Angeles, où il y a 3 vols Air France par semaine. Air France étudie le marché, voit l'évolution possible et adaptera son plan de vol. Je voudrais saisir cette opportunité vraiment pour remercier Air France parce que depuis le début de la crise, ils ont maintenu des vols. Il faut savoir que ces vols sont avec des taux de remplissage très faibles, donc ce n'est pas forcément des vols rentables, mais ça nous a permis, nous au consulat, d'aider énormément de Français de passage à rentrer. Et encore aujourd'hui, le fait que nous ayons toujours ces vols, même à un niveau très inférieur à ce qu'on avait avant, c'est vraiment quelque chose de très, très important pour la communauté française. Donc espérons que le nombre de vols va reprendre dans les semaines qui viennent. Alors, on a une question de Joséphine sur San Francisco qui demande où on en est des tests. Des tests en France ou à San Francisco? Des deux côtés. Des deux côtés. Ben,
Ça a très favorablement évolué. Je crois qu'aujourd'hui, à la fois en France et en Californie ou dans la circonscription, toute personne qui veut faire un test peut le faire rapidement. Là, je vous incite à aller voir les sites internet des comtés. En fait, qu'on constate aux États-Unis, c'est une très grande décentralisation de la prise de décision. Donc, vous avez les autorités fédérales, vous avez les gouverneurs, vous avez les comtés, et plus les jours avancent, plus la décentralisation est importante. Donc, sur tout ce qui est test, sur tout ce qui est confinement, allez vraiment voir ce que disent chaque comté, ce que dit chaque comté. Et à San Francisco, il est possible de faire des tests gratuits. Si vous êtes notamment un travailleur dans un service essentiel, c'est très facile d'avoir accès à un test gratuit. Donc, vraiment, la question des tests qui se posait encore il y a quelques semaines, aujourd'hui, leur disponibilité est grande. Et pour les personnes qui sont dans une activité essentielle, il peut être gratuit. Merci beaucoup. Nous allons prendre Anchou qui a une question. Anchou, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Merci beaucoup de prendre ma question et merci de prendre ce moment pour répondre à nos questions. Je voudrais un peu retourner la question. Savez-vous quelles seraient les formalités ou même les empêchements auxquels seraient confrontés des Français? Donc, ma fille qui a la double nationalité et son père qui est français mais avec une green card rentre aux États-Unis à San Francisco le 15 juillet. Et en fait, la question qu'on se pose, c'est y a-t-il en fait au départ de France des choses qu'ils doivent accomplir? Et en arrivant en Californie le 15 juillet, et je me rends compte que d'ici là, peut-être, les choses auront évolué, ont-ils à se soumettre à une quarantaine ou d'autres formalités, même s'ils ont respectivement un de double nationalité et l'autre avec une green card? Merci beaucoup, Anchou, pour votre question. Donc, on a, avec une double nationalité, un ressortissant américain et avec la green card, un résident. Donc, ils peuvent voyager depuis l'espace Schengen vers les États-Unis. À l'arrivée aux États-Unis, ils auront une quarantaine, un confinement de 2 semaines à faire chez eux. C'est une demande des autorités américaines qui est toujours en cours, qui peut se faire à domicile. C'est un confinement plus qu'une quarantaine, si je vais utiliser le mot le plus correct. Et encore une fois, comme je l'ai dit pour les déplacements vers la France, il me paraît qu'il faut vraiment le respecter pour la sécurité de tous. Merci beaucoup. Merci Anchou. Alors, je crois que nous avons Ronan Lemoine également en ligne. Ronan, est-ce que vous m'entendez? J'entends très bien. Bonjour Ronan. Alors, je vous laisse poser votre question. Très bien. C'était par rapport au sujet qui était abordé juste précédemment sur le retour aux États-Unis. Ce que j'ai pu lire, c'est que les possesseurs. Ah, je crois qu'on a perdu Ronan. Ronan, je crois que nous avons été coupés. Est-ce On que... a été coupé. Oui. Vous m'entendez? On a entendu le début de votre question. Au retour des États-Unis, les possesseurs de green card et les personnes avec double nationalité peuvent rentrer. Ils doivent cependant se mettre à une quatorzaine, comme en France, une quarantaine. Il n'y a pas aujourd'hui via Air France de vol direct à San Francisco, ce qui oblige à faire un stop à Los Angeles ou New York. Comment ça se passe dans ce cas-là? Parce qu'on doit prendre un deuxième vol pour ensuite au Bercail. Cette quatorzaine doit être faite sur place, là où on arrive, ou peut-être délayée dans le temps. Et comment elle est justifiée? Un petit peu un inconnu. Bonjour Ronan. Merci pour votre question. Donc, votre question est une question sur les décisions des autorités américaines. Donc, vérifiez bien ce que je vais vous dire sur les sites internet des autorités américaines. Ma compréhension, c'est que vous faites ce confinement chez vous, et pas forcément dans la ville où vous atterrissez. Donc, si vous êtes à San Francisco et que vous faites un vol via Los Angeles, vous pouvez faire ce confinement de 2 semaines à votre domicile à San Francisco. Très bien. Merci. Merci beaucoup, Ronan. Alors, nous avons également Chris qui est en ligne. Chris, si vous nous entendez, vous pouvez poser votre question. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, ok. Donc voilà, en fait, ma situation, donc je suis moi aux États-Unis en fait sous visa E2. J'ai des enfants qui sont en France actuellement et du coup en fait ma question c'est je souhaite en fait aller les voir pendant l'été et donc pour rentrer en fait je suis visa E2 mais je suis papa d'un bébé qui est né aux États-Unis
donc, qui est donc américain. Et alors, je sais que c'est plus des questions sur les auto-américaines, mais peut-être que vous avez des éléments de réponse malgré tout. Du coup, techniquement, d'après effectivement les papiers là, que j'avais pu voir, en fait, étant parent en fait, d'un citoyen américain, en fait, j'ai normalement en fait, le droit de rentrer en fait, aux États-Unis. Je suis dans une citoyen français, je ne l'ai pas précisé. La question, c'est en fait du coup les papiers en fait qu'il faut présenter à la douane en fait dans un tel cas. En fait, est-ce que c'est simplement le birth certificate ou est-ce qu'il y a à votre connaissance, quelles sont les formalités pour être sûr de pouvoir rentrer effectivement dans cette situation? Alors, merci pour votre question. Les parents d'enfants américains ont le droit de rentrer. Quels sont les documents que vous devez fournir? Je n'ai pas ça en tête. Il faut que vous posiez cette question aux autorités américaines. Mais ce qui vous sauve, puisque vous avez un visa qui normalement, sauf erreur de ma part, ne vous permet pas de rentrer aux États-Unis après un séjour en France, c'est le fait que vous soyez parent d'un enfant de nationalité américaine. Vous voyez avec quel document. Alors évidemment, on parle d'enfants mineurs. Donc il faut que vos enfants aient moins de 21 ans, mais je crois que c'est le cas de ce que j'ai compris de votre question. Oui, absolument. Ok, merci. Merci beaucoup, Chris. On va prendre une question de Claire. Si Claire, vous êtes en ligne? Oui, bonjour, merci. Bonjour. Je voulais savoir si on tombe malade en France cet été, est-ce qu'on pourra se faire tester et soigner sans frais? Merci Pierre. Alors on va un peu partager les questions. Je suis avec Christelle Sanson qui est notre chef de chancellerie au consulat. Chef de chancellerie dans un consulat, c'est un poste essentiel. C'est elle qui s'occupe de tous les services faits aux Français. Donc pour partager un petit peu, je vais demander à Christelle de vous répondre. Alors, merci pour votre question. Vous pensez rentrer en France cet été pour des congés ou vous voulez rentrer définitivement en France? Non, c'est pour des congés, oui. Alors, je pense que là, ça dépend de votre sécurité actuelle, de votre mutuelle actuelle. Est-ce que votre couverture actuelle vous couvre aussi lors de vos déplacements à l'étranger? Il me semble que alors effectivement, pour les Français qui rentrent définitivement en France, le délai de carence pour être couvert par la sécurité sociale a été aboli au mois de septembre. Donc, il n'y a plus de carence de 3 mois. Si on rentre en France, on peut se faire soigner par la sécurité sociale. Mais là, j'avoue que je ne sais pas si ça s'applique aux touristes. Emmanuel, Normalement, en tant que Française, de toute façon, avec la suppression du délai de carence, si vous avez un incident grave et que vous vous présentez dans un hôpital, on n'appliquera pas le délai de carence et vous pourrez être soigné par la sécurité sociale. Si c'est un examen régulier qui n'est pas un incident grave, là, je vous incite à vérifier, comme ce n'est pas un retour définitif, à ce que la suppression du délai de carence s'applique bien à vous. Mais je voudrais juste signaler quand même, parce que c'est un sujet important, pour que tout le monde comprenne bien. Donc, effectivement, avant la crise du Covid, les Français résidant à l'étranger, quand ils rentraient en France, ne pouvaient pas réaccéder à la sécurité sociale comme ça automatiquement. Et avec le vote de l'état d'urgence sanitaire, ce délai de carence a été supprimé. Et donc, des Français qui rentrent en France à cause de la crise, donc pas pour des congés, qui rentrent à cause de la crise, ils ont le même traitement de la sécurité sociale qu'un Français de France. Merci. Merci à vous. Alors, Hélène, on va prendre une dernière question sur cette partie des déplacements et des voyages. Oui, alors ce sera une question qui fera le lien avec le prochain thème sur les démarches administratives. Donc, quelqu'un qui pose une question par rapport à un passeport français qui expire bientôt, qui expire en septembre. Cette personne, Véronique, avait un rendez-vous en avril pour le renouveler, mais ce rendez-vous a été annulé. Si elle voyage cet été en France, aura-t-elle besoin de son passeport français pour entrer sur le territoire national? Elle a aussi un passeport américain. Et est-ce que ce passeport doit être valide plus de 6 mois après la date du voyage? Je vais laisser Christelle vous répondre. Alors, déjà, pour commencer, selon les dates à laquelle vous voulez partir en France, vous pouvez dès maintenant prendre un rendez-vous sur notre site internet pour faire renouveler votre passeport. On a encore des rendez-vous disponibles, donc n'hésitez pas à anticiper les démarches. Si vous pouvez prendre un rendez-vous maintenant, je ne connais pas les délais pour que le passeport soit envoyé depuis la France, parce que je rappelle que les passeports sont fabriqués en France. Donc, avant la crise, on recevait les passeports
d'une dizaine de jours, on va dire, après avoir reçu la demande de l'usager français. Là, on viendrait ouvrir, donc je ne connais pas encore les délais de fabrication de ces passeports, mais en tout état de cause, on vous laisse votre passeport tant que le nouveau n'est pas arrivé. Donc, vous pourrez voyager avec votre passeport français. À partir du moment où vous avez un passeport, un visa valide ou une carte verte ou un passeport américain, vous pourrez rentrer sur le territoire américain sans problème. Ensuite, si vous voyagez avec un passeport français, vous ne pourrez pas voyager avec un passeport français expiré. Et donc, je comprends que vous avez un passeport américain valide. Donc, pour rentrer sur le territoire français tant que les frontières sont fermées, vous pourrez le faire avec donc un titre de voyage valide, même si ce titre de voyage est étranger, donc avec votre passeport américain valide, et une carte nationale d'identité française en cours de validité. Donc attention, vous pouvez rentrer en France avec un passeport américain en cours de validité, plus une carte nationale d'identité française en cours de validité. Ça, ce sera pas un problème. En revanche, si vous n'avez pas d'autres titres d'identité français, donc si votre passeport est expiré, si votre carte d'identité est expirée, dans ce cas, le passeport américain seul ne suffira pas pour rentrer sur le territoire français. Auquel cas, il faut venir nous voir et c'est l'objet de la séquence suivante. Oui, alors tout à fait. On reviendra tout de même en fin de séminaire sur ces questions de voyage parce qu'elles préoccupent vraiment beaucoup de Français actuellement, mais je voudrais qu'on ait le temps de brosser un petit peu tous les points. Donc effectivement, le consulat a réouvert ses portes au public hier pour ce qui concerne des démarches dites ordinaires. Alors, monsieur le consul, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Quelles sont ces démarches ordinaires? Alors, depuis le 16 mars à San Francisco, nous devons respecter le confinement, le Shelter in Place Order, comme on dit ici. Donc, nous avons continué à fonctionner. Le consulat n'a jamais fermé, sauf que nous avons mis l'essentiel des agents dans l'équipe en télétravail. Et nous avons continué, pour ce qui est des documents de voyage, à traiter toutes les demandes urgentes. Par exemple, des Français de passage qui avaient perdu leur passeport et qui étaient rentrés, on leur a fait des laissez-passer. Certains sont venus au consulat à ce rendez-vous pour qu'on puisse établir ce laissez-passer. Aussi des personnes résidentes qui ont dû rentrer dans des circonstances parfois dramatiques et qui n'avaient pas de titre de voyage. Donc, c'était une urgence qu'on a traitée. On leur a donné les documents qui leur ont permis de rentrer en France. Ce qu'on a interrompu en revanche, c'est donc ce qu'on appelle les demandes ordinaires. C'est le cas de la personne qui nous appelait avant, qui avait un rendez-vous au mois d'avril, dont le passeport expirait au fin septembre et qui de toute façon ne pouvait pas voyager à court terme puisque les frontières étaient fermées et qu'elle n'avait pas un motif impérieux pour rentrer en France. Donc nous sommes très heureux parce que hier, on a pu, avec l'accord des autorités municipales de San Francisco, rouvrir les guichets du consulat pour ces demandes ordinaires. Alors, vous verrez, pour ceux qui viendront nous voir, que l'accueil a un petit peu changé au consulat. C'est le cas de toutes les organisations. Nous devons appliquer des protocoles pour protéger la santé, la sécurité de nos visiteurs, mais aussi de nos agents, de notre équipe. Donc, la première chose, c'est que nous ne recevrons plus que sur rendez-vous. Il faut prendre rendez-vous. Donc, si vous avez besoin d'un passeport, il faut aller sur notre site Internet et prendre rendez-vous. Il y en a qui sont disponibles actuellement. On a, dans un email qu'on a envoyé à la communauté française, préconisé que dans les premières semaines, ce soit les gens qui aient besoin d'un passeport pour des voyages en juillet-août qui nous démarchent en premier. Ceux qui ont un passeport qui expire peut-être en octobre-novembre peuvent avoir la gentillesse d'attendre que les personnes qui sont un peu plus pressées puissent passer. Si vous avez un besoin urgent d'un titre de voyage, on continuera de vous faire passer en priorité. On a des créneaux spécialisés pour ça. Donc, dans ce cas-là, vous nous téléphonez ou vous nous envoyez un email. Vous trouvez ces références sur le site internet du consulat. Vous expliquez pourquoi il y a une urgence. Et s'il y a une urgence avérée, ne vous inquiétez pas, vous pourrez venir. Donc, les autres personnes, c'est de toute façon sur rendez-vous. Personne ne peut être admis à rentrer dans le consulat sans rendez-vous. On vous demandera de venir avec un masque. On vous demandera de venir avec un dossier bien complet qui ne manque aucune pièce parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les gens ne se croisent pas. Donc, si on vous demande de sortir, rentrer, si vous faire des photocopies, je ne sais quoi, ça va être compliqué. Donc, vraiment, faites attention à avoir un dossier complet. Et s'il vous plaît, mettez bien à jour votre dossier d'inscription sur le registre des Français établis hors de France. Ça permet d'avancer la démarche, d'aller plus vite et donc pour nous aussi de prendre plus de monde. Une fois que vous arrivez au consulat, donc vous montrez à l'entrée que vous avez rendez-vous, vous montez à l'étage du consulat. On fera un contrôle de température.
comme malheureusement il va falloir s'habituer dans beaucoup de lieux publics ici et en France. Donc on vérifiera que votre température n'excède pas 38 degrés. On vous demandera de vous nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique et on vous recevra dans une salle différente des endroits où on recevait avant les Français. On recevait les Français pour les demandes de passeport directement dans les bureaux des collègues. Désormais, vous êtes reçus dans une salle avec des vitres, donc il y a une protection pour vous, pour nous, et vous ferez la démarche exactement comme avant de demande de passeport. Venez avec votre stylo, ça évitera d'échanger des stylos, c'est toujours mieux. Vous savez qu'on prend vos empreintes, donc on a un petit appareil où vous devez poser vos empreintes, on a pensé à tout, donc il y a des petites lingettes désinfectantes pour que vous puissiez désinfecter avant et après. Et puis, votre passeport, comme Christelle le disait, avant, généralement, il est arrivé sous une dizaine de jours. Alors, évidemment, les relations postales entre la France et la Californie sont un peu perturbées. Ça prendra peut-être un petit peu plus de temps. Et on vous demande vraiment, ça c'est très important, de choisir l'option réception du passeport par pli sécurisé. C'est-à-dire que vous recevez votre passeport par la poste. Ça nous permet d'éviter d'avoir trop de monde dans le consulat, qui n'est pas très grand, donc c'est mieux pour la distanciation physique. Et puis vous, surtout, vous n'avez pas besoin de revenir au consulat et de prendre des transports en commun ou de faire de la route. Donc voilà comment ça se passe. On a rouvert hier. Merci à Christelle, à toute son équipe qui ont assuré cette réouverture et qui ont aménagé le consulat. Et pour l'instant, ça se passe très bien et on est très content de revoir des concitoyens venir au consulat. Alors, merci beaucoup. J'invite les auditeurs ou les spectateurs qui ont des questions justement sur des besoins de précision ou des questions sur tout ce qui est démarche administrative au consulat à les poser maintenant. Et nous allons tout de suite commencer par une question de Romana. Romana, êtes-vous avec nous ? Oui, bonjour à tous. En fait, c'est Romana et Denis. Donc, nous, on est à résident aux États-Unis, mais on est sur visa E2. Notre visa E2 expire le 14 juillet et on a compris que l'ambassade américaine, donc, pour aller le faire renouveler, est fermée. Donc, on se trouve dans une situation un peu délicate. Et donc, est-ce que vous avez visibilité? Est-ce qu'il y a des cas, quelque chose de prévu pour notre cas? Est-ce que vous avez visibilité sur l'ouverture de l'ambassade américaine et le renouvellement des visas qui expirent ou qui ont été expirés? Christelle, veux-tu répondre à cette question? Je peux répondre. Effectivement, on n'a pas de visibilité. Seules les autorités américaines pourront vous répondre. En fait, je vous invite à leur envoyer un email pour justement vous faire préciser les conditions dans lesquelles peut-être vous pourrez vous faire prolonger votre visa ou le faire renouveler. Mais effectivement, seules les autorités américaines pourront décider de la réouverture de leurs ambassades et de leurs services. Et pour l'instant, nous n'avons pas d'informations à ce sujet. Ok, merci. Merci beaucoup. Nous avons également Christine en ligne. Allô, Christine? Je crois que Christine ne nous entend pas. J'en profite. Bonjour. Bonjour. Oui. Ça sera une question pour une amie qui est étrangère et qui a déposé son passeport donc chinois pour avoir un visa. Elle est mariée à un Français, donc il devait aller cet été en France et donc elle a demandé un visa pour la France. Elle a déposé son passeport au mois de janvier et donc n'a pas pu le reprendre et bien sûr elle n'avait pas coché la case renvoyer sous pli. Donc comment peut-elle reavoir son passeport? Alors actuellement, VFS, qui est l'organisme qui collecte les demandes de visa pour la France, est fermé. Donc, il faut attendre la réouverture de VFS. Et aujourd'hui, on n'a pas de date de réouverture pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, très peu de gens ont besoin de visa. Comme les frontières sont fermées, la demande de visa est très, très faible. Donc, c'est pour ça que les passeports sont bloqués chez VFS. Si elle a un besoin urgent de ce passeport pour se faire un visa pour un autre pays, si vraiment elle a besoin de ce passeport pour voyager là dans les 15 jours, qu'elle nous fasse un email, on essaiera de voir si on peut faire quelque chose. Mais normalement, les établissements de visa aujourd'hui sont rares. C'est simplement qu'elle est inquiète de savoir où est son passeport. Voilà. Vous pouvez la rassurer. Alors effectivement,
effectivement. Donc, son passeport, il est détenu par VFS et il lui sera remis sans aucun problème au moment de la réouverture de VFS. Merci. Merci à vous. Je crois que Hélène a une question. En effet, alors une question un petit peu différente qui n'est pas sur les passeports ou les renouvellements ou les visas. On a une question de Yvette qui s'interroge sur la délivrance des certificats d'existence pour les retraités. Christelle, comme tu les Oui. signes. Alors, déjà, je tiens à signaler que normalement, la signature des certificats d'existence pour les retraités ne fait plus partie des missions du consulat. Donc, le premier réflexe pour faire signer, faire valider un certificat d'existence, c'est de se tourner vers les notaires publics. Alors là, on comprend bien qu'en cette période un petit peu particulière, il y a beaucoup d'établissements et de notaires publics qui sont soit fermés, soit qui croulent sous les demandes parce qu'ils ont beaucoup de retard aussi dans le traitement des dossiers. Et dans ce cas-là, et uniquement en cas d'urgence, le consulat pourra signer les certificats d'existence, mais uniquement sur rendez-vous. Donc, dans ce cas, il faudra envoyer un email à la générique du consulat qui est signalé sur notre site internet. Et voilà, si c'est urgent, on pourra vous donner rendez-vous. Mais je rappelle que les caisses de retraite ont donné un délai supplémentaire pour renvoyer ces certificats d'existence. Et donc, à l'heure actuelle, il n'y a pas encore d'urgence, puisque les personnes qui avaient envoyé leur dossier en janvier et février ont eu jusqu'au 1er juillet pour renvoyer leur certificat d'existence, et tous les autres ont jusqu'il me semble, au 1er août. Donc voilà, pour l'instant, on n'est pas encore sur des urgences. Donc vraiment, si à quelques semaines de l'échéance, vous n'avez pas trouvé de notaire public pour signer ce certificat d'existence, envoyez-nous un email et on pourra effectivement vous recevoir sur rendez-vous. Merci beaucoup. Je vous précise que toutes les informations sont mises en ligne sur le chat, les contacts, notamment si vous avez une demande urgente, vous pouvez contacter le consulat, ils vous répondront. Tout est en ligne et nous prendrons le temps de tout récapituler, les liens utiles à la fin de tout ça. Nous avons également une question qui concerne tout ce qui est immobilier, une signature d'appartement, d'achat ou de vente. Quand on est ici, comment ça se passe ? Pour un achat ou une vente en France, j'imagine. Tout à fait. Alors, les notaires ont innové en France et ont permis des signatures électroniques pour des actes immobiliers, notamment des ventes, des achats. Donc, renseignez-vous auprès de votre notaire. Mais normalement, si vous avez un acte en ce moment à faire, votre notaire en France, plutôt que de vous envoyer notamment vers le consulat, doit vous proposer une signature électronique. Et la législation mise en place dans le cadre de l'état d'urgence a permis que ça se fasse de cette manière-là pendant la crise sanitaire. Merci beaucoup. Hélène, une nouvelle question. Oui, une question qui nous vient de Catherine. Alors, Catherine se pose la question suivante. Ma fille rentre définitivement cet été en France pour ses études. Nous avons fait une demande de carte d'identité en février au consulat. Pourra-t-elle la récupérer avant son départ ? Alors, si elle a fait sa demande de carte nationale d'identité en février, on a dû la recevoir au moment où le confinement a été mis en place et on a dû fermer. Donc, elle est chez nous. À partir du moment où elle n'avait pas un besoin urgent d'avoir cette carte d'identité, puisqu'elle n'avait pas un déplacement en France urgent, on ne la lui a pas remise. En revanche, maintenant, on a rouvert, on remet les passeports, on remet les cartes d'identité. Donc, il faut qu'elle prenne rendez-vous comme pour une remise de passeport et qu'elle vienne au consulat pour retirer sa carte d'identité. Alors, il y a un déplacement en septembre, si j'ai bien compris. Donc, elle a encore le temps, mais depuis hier, elle peut venir au consulat la chercher. Et les prises de rendez-vous se font directement sur le site du consulat ? Absolument. Avec une priorité pour les passeports. C'est clair que pour l'instant, par exemple, on ne va pas prendre des demandes de carte d'identité quand il n'y a pas un besoin. Aujourd'hui, les gens ont besoin de passeports pour voyager. C'est prioritaire par rapport aux cartes nationales d'identité. Dans ce cas-là, elle a déjà été établie, donc c'est une autre chose. Mais on essaye de prioriser les démarches pour rendre service aux Français et qu'ils puissent avoir un service selon le degré d'urgence auquel ils doivent faire face. Merci. Nous avons Myriam en ligne. Myriam, allez-y.
Oui, bonjour. J'ai une question. Je viens d'être maman d'une petite fille qui est née il y a 2 mois et donc qui n'a pour l'instant aucun passeport. Moi, j'ai la double nationalité franco-américaine, donc j'ai fait sa demande de passeport américain. Mais il faut d'abord que je demande sa nationalité française pour pouvoir faire sa demande de passeport français, ce qui risque de prendre un peu de temps. Et je comptais rentrer en France pour profiter de mes congés maternité avec ma famille, si possible, à un moment donné. Donc, est-ce que le consulat à San Francisco me permet d'obtenir un passeport pour elle, ou est-ce qu'il faut encore que je fasse des démarches en passant par Los Angeles et la France pour sa nationalité française? La réponse est oui, mais je pense qu'il faut que ce soit une maman qui réponde à une maman. Alors, j'ai moi-même eu un enfant au mois de décembre, donc j'ai fait toutes ces formalités il n'y a pas très longtemps. Donc, pour voyager, il faudra que votre enfant ait un titre de voyage. Donc, je suppose que si vous partez en France, là, vous voulez rentrer. Donc, la solution du laisser-passer n'est pas idéale, puisque les préfectures n'ayant pas rouvert en France et les mairies, je pense, n'ayant pas forcément rouvert leur service de passeport, ce sera difficile de rentrer avec un laisser-passer en France. Vous pourrez rentrer en France, mais ce sera difficile pour revenir aux États-Unis parce que vous n'aurez plus de titre de voyage pour votre enfant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est demander un passeport. Vous l'avez déjà demandé aux autorités américaines. Donc, si vous aviez le passeport américain de votre enfant avec une preuve de filiation, votre enfant mineur, qui est donc enfant de Français, vous avez la nationalité française, pourra rentrer avec vous en France et pourra repartir puisqu'il aura un passeport américain. Si vous n'obtenez pas le passeport américain dans les temps, puisque j'ai compris qu'en ce moment, le service du passeport américain était à l'arrêt, il faut effectivement faire les formalités, toutes les formalités auprès de nos collègues de Los Angeles pour transcrire l'acte de naissance américain sur nos registres français. Une fois que vous aurez cette transcription d'acte de naissance, on pourra entamer ici à San Francisco les démarches pour obtenir un passeport. Voilà, donc je vous invite à regarder toutes les informations pour l'état civil de votre enfant sont disponibles et très clairement expliquées sur le site internet du consulat de France à Los Angeles. Et pour obtenir, une fois que vous aurez la transcription de l'acte de naissance, on pourra démarrer les formalités ici à San Francisco pour obtenir le passeport pour votre enfant. Et en revanche, comme je le disais, les délais d'obtention et pour la transcription de l'acte de naissance et pour le passeport ne sont pas encore très, très clairs. Donc, je pense que nos collègues de Los Angeles peuvent, une fois que leurs services seront réouverts, transcrire un acte de naissance dans un délai raisonnable. En revanche, effectivement, comme le dit Emmanuel, avec les délais de la Poste et avec pas mal de services qui sont encore fermés en France, on n'a pas encore de recul sur les délais pour obtenir les passeports. Donc, est-ce que vous aurez un passeport français à temps pour rentrer en France cet été? Ça, je ne peux pas vous l'assurer. D'accord. Et juste pour compléter la question, et donc mon mari, par contre, lui est américain et n'a aucun passeport français et n'en aura pas cet été. Est-ce qu'il y a une dérogation pour les familles pour pouvoir rentrer en France, ou pour l'instant, il faut toujours faire une demande de visa? Non, si vous n'êtes pas résident en France, le mieux pour l'instant, c'est d'obtenir de voyager, puisque la police aux frontières en ce moment est très stricte sur les conditions d'entrée sur le territoire. Donc, je pense que pour l'instant, ça reste compliqué. Il faudrait demander, les citoyens américains n'ont pas besoin de visa court séjour pour se rendre sur le territoire français, mais les frontières étant fermées en ce moment, je pense que c'est un voyage dont il faut passer. D'accord, merci beaucoup. Merci, je pense que nous allons refermer ce volet administratif pour passer au troisième et dernier volet de ce séminaire. Nous allons parler un petit peu des aides mises en place pour soutenir les ressortissants français qui sont directement touchés par cette crise. Alors, Monsieur le Consul, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur le plan socio-économique ce qui est mis en place actuellement? Oui, d'abord, vous dire qu'au consulat, on a une vue d'ensemble de la communauté française et notamment la communauté d'affaires. Et donc, on a très vite vu les ravages de cette crise pour notamment tout le secteur de la restauration, de la gastronomie, de la vente, de l'hôtellerie, du tourisme. Donc, on a beaucoup de Français qui sont dans une situation difficile, qui se sont retrouvés au chômage, qui parfois ont perdu leur assurance maladie. Donc, c'est très, très dur pour beaucoup de monde actuellement.
Alors, l'État français a fait plusieurs choses. D'abord, peut-être je voudrais parler des bourses scolaires. Vous savez que l'État offre sur critères sociaux des bourses pour des familles qui scolarisent leurs enfants dans des établissements français homologués. Donc, ce sont des écoles américaines. Hein. Quand on dit une école française ou un lycée français, c'est un établissement de droit américain, mais dont le curriculum est reconnu par le ministère français de l'Éducation nationale. Et comme les frais d'écolage sont élevés, le gouvernement a cette politique de contribuer partiellement ou quasi totalement au droit d'écolage, d'aider les familles. Et San Francisco a une enveloppe substantielle puisqu'on a 2,5 millions d'euros par an sur une enveloppe du gouvernement pour le monde entier qui est à peu près de 100 millions. Donc, on a 2,5%, on est un des consulats les mieux dotés. Évidemment, avec la crise, beaucoup de familles ont des revenus qui diminuent. Et comme ces bourses sont sur critères sociaux, soit une famille était déjà éligible, mais la part qu'elle va pouvoir obtenir de l'État français augmente, c'est ce qu'on appelle la quotité, soit une famille n'était pas éligible, mais elle le devient. Et du coup, l'État français a augmenté l'enveloppe de bourse pour le monde de 50 millions. Donc, on passe d'une centaine de millions, je disais tout à l'heure, à environ 150 millions. Donc, pour San Francisco, on va passer de 2,5 millions à un petit peu plus. Donc, la commission qui se réunit pour examiner les demandes de bourse a eu lieu il y a déjà quelques semaines. Ce que nous allons faire maintenant, c'est examiner des dossiers qui, là, jusqu'à la fin du mois, nous remontent de familles et de lycées parce que leur situation financière a changé. Donc ça, c'est la première exception. D'habitude, nous étudions les revenus de l'année civile précédente, donc de l'année 2019. Là, si la situation a changé, on va regarder les revenus d'avril 2019 à avril 2020. Et donc, on a comme ça un certain nombre de dossiers, mais les familles peuvent les déposer jusqu'au 29 mai. Jusqu'à la fin du mois, on a un certain nombre de dossiers qu'on va pouvoir réviser dès le mois prochain. Après, la Commission nationale des bourses se réunira à Paris. On pourra donc notifier les bourses aux familles. Et je rappelle qu'il y a une deuxième session de cette commission à l'automne. Donc, si les revenus continuent d'évoluer défavorablement, on pourra à nouveau examiner ce dossier à l'automne pour augmenter la quotité ou faire rentrer une famille qui n'était pas éligible dans le dossier des bourses. Donc voilà, c'est un gros effort financier qui est fait. Je tiens à préciser, à San Francisco, toute famille qui respecte ces critères sociaux, qui rentre dans ces seuils, obtient la bourse auquel elle a droit. Et on n'a jamais eu un problème de taille de l'enveloppe des bourses scolaires. Et cette année, ça va être pareil, même avec des situations difficiles et même en prenant en compte l'évolution négative, malheureusement, des revenus des familles. Donc voilà, ça c'est un gros effort financier qui est fait par l'État pour s'assurer qu'on ne va pas avoir des déscolarisations à cause de situations financières compliquées. L'autre chose, vous savez peut-être qu'en France, il y a des aides qui ont été mises en place spécifiquement pour le Covid. Et donc, le gouvernement a voulu prolonger cela à l'étranger. Il a créé ce qu'on appelle le secours occasionnel de solidarité. Donc, c'est une allocation qu'on peut donner à des personnes qui ont eu une baisse très importante de leurs revenus, qui n'ont pas d'aide familiale, qui ne peuvent pas avoir un soutien notamment de leur famille en France, qui n'ont pas accès aux aides locales, par exemple des étudiants qui sont restés ici, qui sont à la fin de leur cursus, qui ne peuvent pas rentrer en France et qui n'ont pas accès aux aides américaines et qui sont inscrits au registre du consulat. Alors, c'est une aide d'un montant faible, hein, c'est 300 € pour un célibataire ou un couple, plus 200 € par enfant, c'est une allocation, one shot, ça aide bien. Et on a un certain nombre de cas qui étaient éligibles. Donc, on a déjà distribué 9 bourses. On a encore des dossiers en instance. Je vous disais, des étudiants, des familles en grande difficulté, des travailleurs indépendants. C'est l'expression de la solidarité nationale au-delà de nos frontières pour la communauté expatriée. Alors, merci beaucoup. Je vous invite à poser vos questions sur ces sujets-là au niveau des aides. Si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à le faire maintenant. En attendant, on va prendre une question d'Hélène. Oui, alors dans ces moments difficiles, est-ce que nos compatriotes ont accès à une cellule d'écoute ou d'aide psychologique? Absolument. Et Christelle, tu veux peut-être répondre sur ce point? Oui, nous avons une association qui aide les Français dans la circonscription qui s'appelle le réseau Main dans la Main, qui fait un travail formidable. Vous trouverez les coordonnées sur le site internet du consulat. Le réseau Main dans la Main a une cellule d'écoute psychologique. Ce sont des personnes qui sont formées aux problèmes sociaux et
et des personnes qui ont des formations en psychologie, donc qui pourront aider les Français à surmonter cette période qui, effectivement, peut être anxiogène et être compliquée. Merci beaucoup. Autre détail, alors on a parlé des aides aux particuliers. Y a-t-il des aides pour les entrepreneurs français du coin? Vous parliez de la restauration. Alors, quels sont les retours que vous avez eus sur les domaines les plus touchés et est-ce qu'il y a des choses mises en place pour les personnes concernées? Alors, les domaines les plus touchés, c'est en premier tout ce qui est restaurant, café, tout ce qui est en lien avec le tourisme, guide touristique, tous ces métiers ont été vraiment très, très, très touchés par la crise. Ce qu'on a essayé de faire depuis le début de la crise, c'est aider les Français à s'orienter dans les services américains pour qu'ils puissent toucher les aides mises en place par les services sociaux américains. C'est très compliqué parce que vous avez des décisions qui sont prises au niveau fédéral, le fameux PPP par exemple, qui aide un certain nombre d'entreprises, notamment à pouvoir continuer à payer les salaires. Vous avez ensuite des aides qui sont décidées au niveau de l'État, donc la Californie pour nous, puis vous avez des aides qui sont décidées au niveau de la ville, San Francisco ou Portland ou Seattle. Donc vous allez sur notre site internet et on a dans notre foire aux questions, vous allez à la fin, les derniers chapitres sont consacrés aux aides américaines et quelles sont les adresses e-mail, les numéros de téléphone, des guichets auprès desquels on peut les demander. Donc c'est vraiment ça. Les aides françaises, elles sont individuelles. C'est pour des familles avec l'aide à la scolarité, c'est pour des individuels ou des familles avec le secours occasionnel. Les aides pour les entreprises, elles sont pour tout ce qui est des entreprises américaines, elles relèvent du gouvernement américain. Je voudrais juste souligner une chose, on a beaucoup de Français ici qui travaillent pour des filiales d'entreprises françaises ou alors pour des bureaux de marketing ou de vente de start-up, par exemple, qui sont françaises et qui ont leur recherche et développement en France, par exemple. Donc, toutes ces entreprises sont éligibles aux aides françaises. Et c'est ce qui permet notamment à des startups de bénéficier du chômage partiel et de continuer à pouvoir garder leur personnel aux États-Unis parce que l'entreprise à Paris, Toulouse ou Marseille bénéficie de toutes ces aides françaises. C'est le cas notamment pour les filiales. Donc voilà, de manière détournée, on a quand même une partie substantielle de la communauté française ici qui est aidée parce qu'ils travaillent dans des entreprises qui, par leur nationalité, est française. Merci beaucoup. Je peux rajouter un tout petit point là-dessus, c'est le rôle de la BPI, la Banque publique d'investissement. Donc, allez sur leur site internet, petite page de pub. Sur notre propre site internet, on avait fait une interview par notre délégué du service économique régional de Romain Serment, qui est le représentant de la Banque publique d'investissement ici à San Francisco et qui précisait justement la nature de toutes ces aides. Donc, allez voir cette vidéo, vous apprendrez les choses à savoir sur ces aides de la BPI. Alors merci. Avant de revenir sur les questions de voyage qu'on a abordées au début, dans ces temps vraiment compliqués et difficiles psychologiquement pour de nombreux Français qui habitent là, est-ce que vous avez un message particulier à leur faire passer? Qu'on est tous dans le même bateau. Je crois que c'est ce qu'on a essayé d'exprimer dans tous les mails qu'on a envoyés à la communauté française. On fait vraiment tout ce qu'on peut pour essayer de vous informer de l'évolution, notamment du cadre juridique pour les voyages, parce que ça change tout le temps, donc ce n'est pas facile de suivre. Mais je crois que les Français de France et les Français de Californie ou des autres États de la circonscription vivent la même chose. Et les Français qui ne pouvaient pas aller voir leur famille parce que c'était loin et qu'il y avait le confinement, ensuite c'était à plus de 100 km, alors la règle des 100 km vient de changer, mais cette impossibilité de voyager, on la ressent nous parce qu'on se pose des questions pour notre voyage en France, mais jusqu'à il y a quelques heures et encore pour quelques jours en fait. Cette impossibilité de voyager, elle est la même en France. Donc vraiment, quelque part, cette crise aussi nous a redonné ce sentiment d'être une communauté, la communauté française, une grande famille, et on a vécu des deux côtés de l'Atlantique un peu la même chose. Et d'ailleurs, on ne se sortira de cette crise que tous ensemble. Si le virus régresse, c'est par civisme, grâce au civisme de tout le monde qui respectons les règles barrières et toutes les règles de confinement qui ont pu avoir lieu. Donc voilà, aujourd'hui, les règles évoluent dans le bon sens. Je vous le disais tout à l'heure, sur les possibilités de voyager, ça reste déconseillé, mais c'est possible.
pour ce qui est de tous ces problèmes qu'on a évoqués à la fois à l'aller ou au retour avec les visas. On espère qu'on va avoir une évolution favorable au fur et à mesure. Mais moi, ce que je ressens depuis le consulat, c'est une très grande solidarité. Christelle a présenté le réseau Main dans la main. C'est gratuit, cette aide psychologique. C'est des gens qui ont cette capacité, cette formation, cette reconnaissance. Ce sont des vrais professionnels et ils donnent de leur temps pour des Français dans la communauté qui ont besoin d'une écoute. Toutes nos associations sont vraiment le socle de cette solidarité de la communauté française ici et on s'en rend vraiment compte depuis le consulat. Merci beaucoup. Alors, on va donner maintenant la parole à Nathalie. Nathalie, est-ce que vous nous entendez? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Parfait. Bonjour, excusez-moi, je reviens sur l'intervention précédente de Monsieur le Consul concernant les employés de filiales françaises installés en France. C'est le cas de mon mari. Comme de nombreuses entreprises, grands groupes français aujourd'hui, les personnes qui sont envoyées à l'étranger ne sont pas sous contrat d'expatriation, mais on leur demande de prendre un contrat local, un contrat de travail américain. Et donc, du coup, je me pose très simplement la question puisqu'effectivement, on demande à mon mari de partir en chômage partiel, de l'aide possible sur un contrat de travail américain. J'imagine que ça n'est pas possible, mais voilà, je voulais avoir vos précisions sur cet aspect un peu peut-être particulier. Merci beaucoup. Là, il faut que vous alliez voir nos pages Internet parce que tous les cas sont particuliers sur ce sujet-là. Ça dépend du cadre juridique. Donc, allez voir sur notre site Internet. On a mis des éléments là-dessus. Si vous ne trouvez pas, envoyez-nous un email à l'adresse générique du consulat et on pourra vous aider. Mais effectivement, tous les cas sont particuliers selon est-ce que c'est filial ou pas filial, est-ce que vous êtes expatrié, agent droit local, etc. Ce qui est sûr, c'est que même si vous êtes employé localement par une filiale d'une entreprise française, le fait qu'en France, il y ait eu ces efforts pour aider les entreprises, ça a des effets bénéfiques jusqu'au contrat local. Après, sur la mise en œuvre, est-ce qu'on peut demander l'entreprise ici? Le cas est trop spécifique pour que je puisse vous apporter une réponse comme ça sans étudier le dossier. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Consul. Merci. Alors, maintenant, nous avons Béatrice en ligne. Bonjour. Vous m'entendez bien? Bonjour. Alors, j'ai une question peut-être assez simple, vous avez peut-être répondu tout à l'heure. En fait, donc, on est résident permanent. On a 2 enfants qui sont tous les 2 français et tous les 2 américains, mais mon petit garçon, il a seulement son passeport américain et il n'a pas encore son passeport français. Est-ce qu'on peut tous voyager en France ou il faut absolument qu'il ait son passeport français? Dans la continuité de la question à laquelle a répondu Christelle tout à l'heure, Christelle va pouvoir compléter peut-être? Donc, déjà, est-ce qu'il a une carte d'identité en cours de validité, une carte d'identité française en cours de validité ou pas? Alors, il a 3 ans, il a son certificat de naissance français, mais je n'ai pas encore fait les démarches pour le passeport français. D'accord, mais pas de passeport ni de carte d'identité. Il a un passeport américain. D'accord. Alors, avec le passeport américain, étant enfant, vous êtes de nationalité française, je suppose, oui. Il peut voyager avec vous. Il faut vraiment que vous ayez les preuves que votre enfant, les preuves de filiation. Donc, il faut voyager avec l'acte de naissance de votre enfant. Et en tant qu'enfant de français, il pourra rentrer sur le territoire français. Il pourra ensuite rentrer aux États-Unis avec le passeport américain sans problème. En revanche, je vous incite tout simplement à faire les démarches dès maintenant. Il est possible que vous receviez le passeport avant même votre départ en France, et dans ce cas-là, c'est encore plus simple. Il reste des rendez-vous disponibles dans les prochains jours. Donc, si vous avez déjà fait les démarches, vous avez déjà l'acte de naissance transcrit, donc un acte de naissance français, il n'y a pas de souci. Vous regardez sur le site internet. Toutes les pièces justificatives à produire sont listées. Donc voilà, il y a un certain nombre de pièces à produire, mais rien d'extraordinaire. Vous complétez le dossier et voilà, il y a encore des rendez-vous pour la semaine du 8 juin. Donc je vous invite à faire les démarches au plus vite. Très bien, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Nous avons également une question de Nathalie qui concerne les élections consulaires. Vont-elles avoir lieu? Qu'est-ce qu'il en est? Elles auront lieu, mais pas à la date prévue.
Elles devaient avoir lieu au mois de mai. Elles ont donc été repoussées. Les conditions sanitaires ne permettaient pas de les tenir et les shelter in place ne l'auraient pas de toute façon permis. Donc, le gouvernement devait remettre un rapport suite aux préconisations du Conseil scientifique. Et donc, le rapport du gouvernement a préconisé un report de ces élections, même au-delà du mois de juin, qui est le moment où il y aura les élections municipales en France, si tant est que la situation sanitaire le permet. Le gouvernement a présenté hier un projet de loi au Parlement dans lequel il propose au Parlement que ces élections se tiennent l'année prochaine au mois de mai. Donc, ça n'est pas encore décidé puisque c'est une loi, donc ça doit faire l'objet d'un débat au Parlement. Mais c'est un scénario possible. En tout cas, il n'y aura pas d'élection au mois de juin de cette année. Et donc, les actuels conseillers consulaires ont leur mandat qui est reconduit jusqu'à ce que les élections puissent se tenir. Merci beaucoup. Je vous invite, vous qui nous regardez, à poser les dernières questions. Il nous reste 5 minutes, donc c'est le moment ou jamais. Si vous avez besoin d'un éclaircissement, Monsieur le Consul et Madame Sanson sont à votre disposition. N'hésitez pas. Et en attendant, on va prendre la question de Béatrice qui demande si vous avez eu beaucoup de demandes de rapatriement. Oui. Alors, les premières semaines, les Français de passage. Vous savez que la Californie et tout le Pacifique Nord-Ouest, sans parler de Hawaï ou l'Alaska, sont des terres de voyage, de tourisme. Donc, on avait beaucoup de Français qui étaient en voyage ici et qui ont dû rentrer. Ça a été assez facile parce qu'il y avait des liaisons commerciales. Maintenant, il y a eu des tas de cas particuliers. On a encore aujourd'hui des Français qui étaient de passage au mois de mars et qui n'ont toujours pas pu rentrer pour des raisons très, très spécifiques, mais qu'on aide quotidiennement pour essayer de voir comment ils peuvent rejoindre le territoire national. Des rapatriements de Français résidents, on en a vu quelques-uns. Alors, on n'est pas forcément averti de tous, c'est quand les gens nous demandent notre aide qu'on le voit, mais on l'a vu. Des Français qui avaient perdu leur emploi, qui avaient perdu leur assurance maladie, parfois qui attendaient un enfant et qui voulaient accoucher en France pour avoir accès au système de santé français et pas être aux États-Unis sans assurance maladie pour l'accouchement et les premiers mois de vie de leur enfant. Je ne peux pas vous dire de chiffres, on n'a pas eu beaucoup de familles dans ce cas-là. Donc des rapatriements de résidents, pour l'instant, c'est quand même faible. Mais oui, il y en a. Et quand je vous disais tout à l'heure que la crise touche très, très fort le monde de la restauration et du tourisme, les cas qu'on a eus, c'était toujours dans ce secteur-là. Très bien. Alors, nous avons Claire en ligne qui aimerait vous poser une question. Oui, c'est une question un peu triviale, mais est-ce que les colis circulent entre la France et les États-Unis, avec la poste notamment? Oui, toute la poste et les colis circulent entre la France et les États-Unis. Donc, il est possible d'envoyer des colis depuis la Californie vers la France. Merci. Et nous avons également Maëva qui est en ligne. Bonsoir Maëva. Bonsoir. Tout d'abord, merci de répondre à nos questions. Alors, la mienne, elle concerne le retour en France et la quarantaine parce que je dois rentrer le mois prochain. Et soit dans un hébergement adapté. Et je me demande si vous avez des informations sur ces hébergements adaptés parce que si je rentre, je dois aller chez quelqu'un qui est une personne à risque. Donc, j'aimerais éviter de les mettre en danger. J'ai reformulé votre question parce que la liaison n'était pas très bonne. Donc, vous rentrez en France, mais vous cherchez un logement pour ne pas avoir à aller dans un domicile familial où il y a des personnes à risque, c'est ça? C'est ça, les hébergements adaptés dont on a parlé. Alors, je ne peux pas répondre à votre question là, à l'instant. Et envoyez-nous un email, on verra ce qu'on peut faire. J'imagine qu'il y a des choses qui sont prévues, parce que notamment dans le cadre de la quatorzaine, il avait été imaginé que l'État réquisitionne un certain nombre de foyers ou de chambres d'hôtel pour pouvoir loger des gens qui ont besoin de faire cette quatorzaine. Donc, on va se renseigner selon la région où vous voulez aller. Faites-nous un email et on verra comment vous pouvez être dans un logement pour faire cette quatorzaine. En tout cas, je vous félicite parce que c'est très bien de la faire pour ne pas mettre votre famille en danger. C'est un principe de précaution que nous devons tous appliquer cet été. Merci. Merci. Nous allons donner la parole pour ces dernières minutes à Emmanuel. Bonsoir Emmanuel.
Alors non, ce n'est pas Emmanuel. Nous avons Romain, je pense, en ligne. Romain? Oui, bonsoir Romain. Romain, bonjour, merci. Alors moi, je suis dans le même cas que la dame de tout à l'heure. J'ai des enfants américains avec passeport américain, pas encore francisés, mais je suis français. Ma femme est américaine. Alors, ce qui n'a pas encore été demandé, c'est que les enfants pourront venir si j'ai le certificat de naissance. Mais est-ce que ma femme, si j'ai le certificat de mariage, peut rentrer avec moi en France en juillet? Alors, tout dépend si votre mariage est transcrit sur les registres français ou pas. Est-ce que votre mariage a été transcrit auprès du consulat? Je ne pense pas, non, j'ai rien fait de spécial. D'accord. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas considéré comme marié aux yeux de la loi française. Du coup, je vous invite à nous envoyer un email avec les conditions particulières dans lesquelles vous voulez rentrer, le plan de vol, etc. Parce qu'il faudra faire une demande auprès des autorités de la police pour que votre femme puisse accéder au territoire français. D'accord. Et la transcription de l'acte de mariage ne peut pas se faire… Je parle le 19 juillet. Est-ce que j'ai le temps de faire ça d'ici là ou pas? Ou il faut passer par la police et l'email? Alors, pour la transcription de l'acte de mariage, il faut vous adresser à nos collègues de Los Angeles, puisque l'état civil est traité par nos collègues de Los Angeles. Nous ne faisons plus d'état civil à San Francisco. Donc, je vous invite à leur poser la question par email. Ils vont vous répondre et ils vous diront une estimation des délais pour transcrire un acte de mariage. Très bien. Alors, eux pour ça et vous pour la démarche, c'est ça? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Pour le passeport. Voilà. On est en lien avec nos collègues de Los Angeles. Ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour faire ces transcriptions le plus vite possible. Si je peux lancer un appel à tous les Français expatriés, n'attendez pas pour faire vos démarches, que ce soit des transcriptions d'actes de naissance, des transcriptions d'actes de mariage. On a eu plusieurs cas pendant la discussion ce soir de gens qui se sont mariés il y a plusieurs années, parfois même plusieurs dizaines d'années, ou des enfants qui ont déjà plusieurs années de vie. Et on a attendu pour faire la transcription et aujourd'hui, on se retrouve coincé à cause de ça. Alors, évidemment, on n'imaginait pas qu'on aurait une crise sanitaire de l'ampleur qu'on a aujourd'hui. Donc, une fois que cette crise sera passée, j'invite vraiment tous les Français à régulariser toutes ces situations. J'espère que nous n'aurons pas d'autres crises qui conduiront à des fermetures de frontières. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri de choses imprévues. Et c'est les retards qu'on a pu prendre dans ces transcriptions qui bloquent ensuite. Donc, voilà, j'incite vraiment tout le monde à faire ces démarches auprès des consulats. Mais écoutez, merci beaucoup pour ces explications très claires, de votre disponibilité, d'avoir pris le temps de répondre à nos compatriotes. Merci à tous ceux qui nous ont suivis également aujourd'hui. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous et bonne soirée. Merci à vous. Bonne soirée.